Qui n'est pas encore allé une fois dans sa vie au Puy du Fou? Vous savez, ce parc d'attractions en Vendée qui raconte la France comme personne et réconcilie tout le monde malgré les attaques et les diffamations récurrentes. Vous allez voir que le Puy du Fou, ce sont aussi des réécritures de l'histoire au service d'une idéologie et une technique, le réseautage politique. Des millions de visiteurs chaque année se déplacent pour découvrir ou redécouvrir l'histoire des gladiateurs, des mousquetaires, de charrettes et des poilus. Ce parc d'attractions unique est fondé par Philippe de Villiers en 1989. Depuis 2004, c'est son fils Nicolas qui dirige le Puy du Fou. Il est aujourd'hui sur VA+, pour nous parler d'une marque, d'une entreprise qui ne cesse d'innover et de rayonner partout dans le monde pour célébrer les identités, les peuples, les histoires et les mythes. Nicolas de Villiers, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a un peu de temps ensemble pour revenir sur vos succès en 2024, vos projets pour les années qui s'ouvrent. Mais on va commencer par parler d'actualité. Je suis bien obligé de rappeler qu'on a appris ces derniers jours, à la surprise générale, que le Puy du Fou est inéligible au Pass Culture, distribué par l'État pour aider les plus jeunes. Pourquoi cette décision d'après vous ? C'est une décision bureaucratique, d'abord, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est une décision qui est prise par une institution déconcentrée, mais parisienne malgré tout. C'est pas le ministère de la Culture qui prend la décision. C'est vraiment un organisme dédié qui s'appelle la Société du Pass Culture. Je ne suis pas capable de vous répondre à la question de savoir pourquoi on n'a pas le Pass Culture, puisque la Société du Pass Culture n'a pas été capable de nous motiver son refus. Cela étant, vous savez, nous n'avons pas la culture de l'argent public au Puy du Fou parce que nous avons développé cette aventure sans un centime d'argent public depuis l'origine. Et cette indépendance a créé aussi chez nous une indépendance d'esprit qui fait qu'on n'a pas le réflexe d'aller chercher l'État, d'aller chercher l'argent de l'État, car nous savons pu grandir sans l'argent des impôts des Français. Et nous ne vivons que grâce à nos visiteurs. Donc c'est vrai que le Pass Culture est un combat plutôt pour le principe que pour des raisons qui seraient économiques, par exemple pour nous. Nous avons près de 3 millions de visiteurs par an. Le Puy du Fou vit bien, pose son succès sur la fidélité et la confiance de ses visiteurs. On n'a pas besoin du Pass Culture en soi comme un élément décisif dans notre stratégie, mais je pense que pour le principe, c'est important en effet de comprendre pourquoi il a été refusé au Puy du Fou et à d'autres sites qui eux aussi se plaignent de ce refus. Est-ce que vous comprenez que pour beaucoup de l'extérieur, ça s'apparente à un procès politique ? Oui, ça se comprend tout à fait. Cette réaction, elle est légitime dans la mesure où l'administration que nous avons en face de nous n'a pas été capable de répondre alors qu'elle a été interrogée. Vous l'avez vu dans le cadre d'une commission parlementaire. Et en effet, le directeur, je crois, du Pass Culture n'a pas su véritablement argumenter. Et au point d'ailleurs qu'à la fin de sa réponse, il nous dit oui, bon, peut-être qu'on va réétudier le dossier. Voilà. Donc, écoutez, avec un peu de chance, nous permettrons à des étudiants qui n'ont pas de moyens de venir au Puy du Fou plus facilement grâce au Pass Culture dans les mois qui viennent. Alors, je parle de procès politique parce que vous en êtes régulièrement la cible. Alors, ça n'est pas une attaque directe, mais je pense bien sûr au complément d'enquête dont vous avez été l'objet l'an dernier. Lors de la sortie de votre film Vaincre ou mourir, je ne compte plus les historiens qui se sont démultipliés pour débunker, comme on dit, le génocide vendéen. Pourquoi est-ce que le Puy du Fou est une cible ? Est-ce que c'est parce que vous avez une vision particulière de la France ou est-ce que c'est parce que vous réussissez tout simplement ? Ah, c'est peut-être un peu des deux. C'est-à-dire que nous avons en nous, qui coule dans nos veines, l'amour de la France. Et ça n'est pas un gros mot. Et ça n'est pas un gros mot au Puy du Fou, mais c'est pas un gros mot pour beaucoup de Français. Et je crois même pour la majorité des Français qui ont une soif de France, d'ailleurs du Made in France dans tous les gestes du quotidien. Et donc nous avons en effet, comme vocation, en tout cas la vocation que nous nous sommes donnée, elle consiste à faire chanter le patrimoine français dans des spectacles qui mettent en scène le légendaire français, en fait, qui célèbre l'âme d'un peuple, on pourrait dire. Parce que le peuple français a une âme, comme beaucoup de peuples d'ailleurs en Europe, qui est faite de vieux pays. Et donc, notre seul but, c'est de montrer aux Français, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours personnel, leur milieu, etc., que nous avons en commun un patrimoine qui nous rassemble. Nous sommes dans une société extrêmement fracturée, ça ne vous a pas échappé, dans laquelle on passe notre temps, les médias y contribuent d'ailleurs grandement, à diviser et à opposer les gens. Et les Français ont finalement cessé de s'aimer eux-mêmes et de s'aimer entre eux. Et je crois que le rôle de l'artiste n'est pas de provoquer. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que ce soit
la vocation du poète que de chercher à remuer le couteau dans la plaie, quelle que soit cette plaie, quel que soit ce couteau. Mais on sait bien qu'on est dans une époque qui veut absolument donner la part belle aux artistes provocateurs. Nous avons une conception, et c'est en tout cas la mienne, de l'artiste comme celui qui fédère, qui guérit, qui finalement rassemble sur un même banc de tribune, par exemple, dans nos spectacles, des gens qui ne se connaissent pas entre eux, mais qui peuvent vibrer la même émotion, alors qu'ils ne viennent pas forcément du même monde, en tout cas le pensent-ils, et qui peuvent découvrir combien ils vibrent exactement au même sentiment, au même assentiment, à la même aspiration, à la même émotion. Et c'est ça la force de nos spectacles. Et je crois que on ne nous pardonne peut-être pas cet amour de la France, mais on ne nous pardonne pas le succès qui va avec. Donc, vous avez posé une question en proposant une alternative, je dirais les deux, mon capitaine, quoi. Donc, si le Puy du Fou avait organisé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il n'y aurait pas eu de provocation, vous n'auriez choqué personne. Ah, on peut faire une dystopie, je ne sais plus comment on dit au cinéma, en imaginant que eh bien, nous en fument les metteurs en scène. Ce qui est certain, c'est que j'aurais pu vous raconter précisément ce qui se serait déroulé dans notre cérémonie d'ouverture si nous avions eu à la concevoir, et je vous assure qu'elle aurait fait l'unanimité, j'en suis certain. Vous avez jamais été sollicité ? Non, mais nous ne l'avons pas spécialement cherché non plus. Vous voyez, c'est-à-dire que nous savions que cette cérémonie d'ouverture était dans les mains d'un groupe de gens qui savaient vraiment où ils allaient, ce qu'ils voulaient faire. Nous n'en savions pas beaucoup plus, à vrai dire. Et donc, nous n'avons pas cherché à mettre notre nez dans cette affaire-là. Nous préférons nous concentrer. Je préfère mettre mon énergie dans le développement du Puy du Fou parce que il ne faut pas se disperser dans la vie, vous voyez. Et le Puy du Fou grandit chaque année, de manière maintenant extrêmement impressionnante, je dirais, parce qu'on est nous-mêmes dépassés par notre succès, même si on a tout fait pour. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux concentrer ses forces sur cette colline inspirée de Vendée, dans laquelle eh bien, les gens viennent chercher un oxygène, une respiration, qui est une bouffée d'air français, finalement. Petite coupure dans cet entretien pour vous parler de notre partenaire du jour. Laissez-moi vous présenter Sage Distribution, cette entreprise qui promeut et relaie les films chrétiens partout où elle peut. Et justement, si vous ne trouvez plus votre compte pour un film en famille sur Netflix, découvrez Sage Plus, la plateforme disponible sur application ou sur votre télé, avec de nouveaux films chaque mois, toujours plus inspirants les uns que les autres, par exemple La Passion du Christ, La vie de Mère Teresa, de Padre Pio, ou encore la cultissime série The Chosen. On retrouve aussi de grands classiques comme La Légende de Zorro ou les Louis de Funès, bref, les incontournables que l'on ne propose plus ailleurs, et le tout pour seulement 7 € par mois à l'année. Si vous êtes sceptique, n'hésitez pas à essayer la formule 1 mois pour découvrir, qui est à 8,99 € seulement. Toutes les infos sont en description. Oui, d'ailleurs, donc je vais donner quelques statistiques, mais le Puy du Fou en 2024, c'est 2,8 millions de visiteurs. Donc c'est votre nouveau record, 200 000 de plus qu'en 2023. Et c'est aussi le prix du meilleur spectacle du monde, décerné au spectacle Mime et l'Étoile. Comment vous expliquez un succès aussi massif ? Je crois qu'il y a un désir très très puissant dans notre pays de vivre en famille des retrouvailles, non seulement entre amis ou en famille, on dirait en tribu en quelque sorte, et donc le Puy du Fou en est l'occasion, puisque toutes les générations peuvent venir au Puy du Fou. Nous n'avons pas de roller coaster, de montagne russe, c'est-à-dire de manège qui secourait des gens qui n'ont pas très envie de vivre ça. Et donc, tout peut être vécu par tous les âges de la famille qui ne sont jamais séparés. On ne fragmente pas la famille. Mais le Puy du Fou sont aussi les retrouvailles avec son histoire, avec ses racines, d'une façon qui correspond vraiment à l'époque. C'est-à-dire qu'on a probablement inventé un langage, une signature dans nos spectacles, mais aussi dans nos restaurants, nos hôtels, etc., qui répond exactement à l'aspiration de notre temps, et qui fait notre succès. C'est-à-dire qu'il y a au Puy du Fou l'idée sous-jacente qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Parce que la télévision leur donne ce qu'ils aiment, ou en tout cas ce que la télévision croit que les gens aiment. En réalité, nous, on leur donne ce qu'ils pourraient aimer, et ils adorent. Puisqu'on propose des choses qui sortent de nos intuitions, qui sont le résultat de nos intuitions artistiques, et qui ne sont pas le résultat d'une étude de marché. Si on fait une étude de marché, les Français n'aiment pas l'histoire, comme beaucoup de peuples européens du reste et occidentaux en général.
parce qu'on l'enseigne plus à l'école ou qu'on l'aime plus. Les Français ne vont pas forcément au spectacle spontanément. Certains y vont, mais assez peu finalement. Et puis, les Français n'iraient pas forcément loin de Paris pour les Parisiens ou pour les citadins, loin de leur ville, loin de leur base, dans un lieu au cœur de la nature, etc. Et le Puy du Fou est pourtant tout ça en même temps. Et lorsqu'on fait, par exemple, un de nos spectacles qui s'appelle Les Noces de Feu, qui est accompagné uniquement de musique classique, complètement revisitée, de façon évidemment très adaptée à l'oreille contemporaine, c'est un succès énorme, y compris auprès des adolescents qui n'écoutent plus du tout de musique classique. Et on n'est pas là pour asséner comme un professeur l'idée qu'il faut absolument écouter du classique. On est simplement là pour amener d'une manière très douce, très agréable, très comestible, très digeste, des morceaux entiers du patrimoine français. Le Puy du Fou, c'est un conservatoire des grandeurs françaises. Mais le mot conservatoire, parfois, me dérange parce qu'il donne le sentiment que les choses sont figées. Tandis que la France est justement une civilisation qui a été dans la vraie transmission, au sens du mot tradere en latin, c'est du tamis, finalement, qui garde le meilleur pour passer à la génération suivante, seulement le meilleur, et qui supprime au fil des générations le superflu. Et c'est ça, la façon dont une civilisation continue à vivre et se développer. Et le Puy du Fou participe à sa façon. Et il y a 1000 façons de participer. Le Puy du Fou, on n'en est qu'une manière, qu'une option, mais participe à sa façon à la vie et à la vivacité même de la civilisation française. Puisque on fait vivre ce légendaire, mais on le joue à la façon dont le XXIe siècle, finalement, l'exige. C'est là où le Puy du Fou n'est pas une reconstitution. Le Puy du Fou n'est pas un musée, surtout pas. Ça n'est pas une histoire figée, c'est une histoire extrêmement vivante, mais qui parle un langage d'aujourd'hui. Alors là, j'ai simplement donné des chiffres pour bien illustrer le succès du parc, mais est-ce que vous trouvez de la satisfaction ailleurs? Comment est-ce que vous jaugez ou comment est-ce que vous êtes satisfait par la réussite de votre parc autrement que par le nombre d'entrées? Notre vraie joie, c'est d'abord de voir le public, c'est-à-dire nos visiteurs. Moi, quand je croise des visiteurs et qu'ils me témoignent ce qu'ils ressentent en visitant le Puy du Fou, c'est ça la vraie récompense. Alors, il y a les récompenses internationales, on est très content de les avoir, mais elles ne font que conforter le Puy du Fou dans sa stratégie. Mais en vérité, ce qui est important, c'est ce que le public ressent, et qui est un public très très largement français chez nous au Puy du Fou. Et c'est un public qui, pour beaucoup, revient tous les ans. C'est-à-dire que vous avez un visiteur sur 5 au Puy du Fou qui va venir tous les ans. C'est colossal. Et il va venir tous les ans parce qu'il se sent chez lui. Il se sent à la maison. Et ça, c'est effectivement l'un des grands objectifs qui est naturel dans notre vocation. C'est celui de faire en sorte que vous vous sentiez au Puy du Fou à la maison, un peu chez vous. Le Puy du Fou appartient d'ailleurs à nos visiteurs. Et c'est assez amusant parce que quand on change des spectacles qui sont existants, qui sont entrés dans le panthéon personnel des visiteurs, il y a cette réaction, souvent des plus fidèles, des plus fans, qui disent « Ah, vous avez changé ici ou ça », et qui peuvent parfois nous en faire le reproche. Vous avez retiré les lions. Alors, toujours notre rôle, c'est de faire en sorte que on n'oublie jamais que le spectacle, une fois qu'il est créé, appartient aux visiteurs. Et en même temps, notre rôle, c'est de savoir exactement où on va pour emmener les spectacles, les créations dans la bonne direction. Vous savez, le Puy du Fou, c'est plus largement qu'un parc de spectacle, c'est aussi une petite société, et donc c'est comme une petite nation, en fait. Et c'est un laboratoire extraordinaire pour comprendre comment pense la France aujourd'hui, ce qu'est la France d'aujourd'hui, quelles sont ses angoisses, quelles sont ses craintes et quelles sont ses aspirations, là encore. Et alors, comment faire justement pour entretenir ça et rester performant en 2025, en 2026 et en 2040, etc. Je crois qu'il faut capter l'époque. Moi, je pense chaque matin, en écoutant la radio, chaque jour, en lisant la presse, eh bien, à l'idée que je dois pouvoir trouver quotidiennement, dans l'actualité, une idée qui va nourrir ma compréhension de l'époque. Il faut capter son époque. Il faut sentir ce que vivent les gens de l'intérieur. C'est-à-dire, justement, je parlais de ces angoisses ou bien de ces élans, de ces aspirations, des enthousiasmes aussi de la société d'aujourd'hui, pour comprendre où est-ce qu'elle va. Et en fait, lorsque vous avez observé ça au fil des ans, c'est comme si vous traciez des points, et ces points-là, reliés les uns avec les autres, finissent par
je dirais, tracer une trajectoire et donner la perspective de vers où la société se dirige. Non pas pour suivre les angoisses. Ça, c'est la logique du suiveur. Mais si vous voulez être leader, il faut anticiper ce qui seront demain les inquiétudes, mais aussi les désirs de la société de demain. Et non pas pour essayer de ressembler à ce que la société voudrait nous proposer, mais pour essayer d'élever ces désirs, de les faire grandir, de rendre ces aspirations de la société encore plus nobles. Vous voyez, je crois que le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est lorsque on nous dit lorsque je quitte le Puy du Fou. J'ai déjà eu cette réflexion, qui est vraiment une réflexion qui est de la bouche de certains de nos visiteurs, y compris des tout premiers. Lorsque je quitte le Puy du Fou, je me sens meilleur. Et ça, c'est le plus beau compliment qui soit. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment notre rôle, c'est d'inventer dans notre société française des modèles qui dissipent les inquiétudes et les angoisses et qui permettent de se remettre à l'œuvre pour construire la France de demain, qui est une civilisation de plus de 1500 ans, qui a tellement de choses à offrir au monde. Et dans un monde qui est extrêmement en mouvement, on le voit bien ces temps-ci, très perturbé, où tout le monde s'inquiète de l'arrivée de tel ou tel dirigeant au pouvoir, dans tous les pays, je ne parle pas seulement des États-Unis, mais de manière générale, on l'a vu aussi en Syrie, etc. Dans un monde qui est donc en pleine ébullition, politique et géopolitique, comment, je dirais, dessiner des projets qui doivent apporter peut-être une forme de réponse. Et très modestement, à sa place, le Puy du Fou apporte cette sérénité, cette quiétude que l'homme postmoderne recherche. Mais alors justement, dans cette gymnastique quotidienne que vous avez à décrypter l'actualité, qu'est-ce qui ressort ces derniers temps ? Je crois que d'abord le désir de France est de plus en plus assumé. C'est-à-dire que quand on disait le Puy du Fou célèbre l'âme de la France à sa façon il y a 20 ans, on était traité de tous les noms et c'était un discours absolument incompris par la société médiatique et même par sans doute une majorité des Français à l'époque. Aujourd'hui, je crois que les Français ont pris une forme d'indépendance vis-à-vis des médias. Ils ont compris que les médias avaient une parole, mais qu'elle n'était pas toujours la vérité. Et que par conséquent, il fallait prendre ses distances. Et puis, ce mouvement-là s'est croisé avec un mouvement qui est d'ailleurs un mouvement assez général dans les pays occidentaux, c'est-à-dire le besoin d'enracinement. Je crois que c'est la philosophe Simone Weil qui disait ça, qui disait le besoin, l'un des besoins les plus profonds de l'homme, c'est le besoin d'enracinement. Et le besoin d'enracinement, c'est-à-dire, on ne peut pas expliquer en permanence, comme on l'a fait dans les années 2000, à la société, aux sociétés dites modernes ou postmodernes, que l'homme est fait pour être un grain de sable mobile, atomisé dans un monde globalisé dans lequel on va changer de pays tous les 2 ans, et puis on change de maison, et puis on y va, et puis on change de famille d'ailleurs avec, et on change tout. Non, je crois que l'être humain revient de façon naturelle, chasser le naturel, il revient au galop, de façon naturelle revient à ce besoin de stabilité. Il n'y a pas de prospérité d'ailleurs sans stabilité. Il n'y a pas de paix sans stabilité. Il n'y a pas de paix intérieure non plus sans une forme de stabilité. Vous avez besoin, c'est comme ça, quand vous êtes un être humain, de vous entourer de gens qui constituent votre famille, vos amis, et qui sont des gens qui sont des repères dans votre vie. Et même si vous niez ça, à un moment donné, vous y reviendrez sur vos vieux jours. Et donc, je crois que voilà, c'est cette tendance-là, elle conduit, pour répondre à votre question, à ce besoin très fort de revendiquer nos racines françaises, non pas comme une identité que certains médias considéreraient comme forcément repliée sur elle-même, mais comme une identité rayonnante. La France dont nous sommes fiers et que nous mettons en scène au Puy du Fou, c'est la France de Louis XIV qui disait « Je veux faire de la France un univers et de l'univers une France ». C'est la France de tous ces dirigeants qui ont
pris le relais les uns des autres et qui ont mené notre pays sur le toit du monde. La France est devenue le soleil des peuples, non pas comme un trou noir qui aspire, mais au contraire comme un soleil rayonnant qui sème partout dans le monde des références communes qui sont autant d'invitations à la grandeur. Je crois que c'est ça la force de notre pays et de notre civilisation. Et par conséquent, les Français qui petit à petit reviennent à ce besoin de France, on l'a vu avec le succès du Made in France. La mondialisation, elle a mené à cette situation dans laquelle, en effet, les Français, mais je dirais tous les pays, encore une fois occidentaux notamment, se sont rendus compte que peut-être qu'on mangeait mieux, de manière plus équilibrée, quand on mangeait les yaourts de la grand-mère, quoi. Et je suis pas dans une nostalgie un peu fantasmée. Non, je crois que on a besoin de revenir au miel local, au lait local et savoir ce qu'on mange, qu'on a dans notre assiette. Et puis, de façon générale, la façon dont on s'habille et tout ce qu'on consomme, on voit bien qu'il y a un retour très très fort du Made in France. Ça, c'est une vraie tendance de la société française qui, évidemment, explique pour une part notre succès. On a perdu, probablement, dans les toutes dernières années, en France, nos complexes vis-à-vis de ce qu'a été la France autrefois. On a pu, aujourd'hui, changer notre regard sur l'idée que la France du Moyen-Âge était une France Dark Age, comme disaient les Anglais, une France sombre, etc. Et on se rend compte que c'est pas la réalité. Quand Notre-Dame brûle, tout le monde pleure. Qui a construit Notre-Dame de Paris? Est-ce que ce sont les génies scientifiques du XXIe siècle? Et on a beaucoup de génies dans notre pays. Eh bien non, ce sont des gens qui étaient au XIIe siècle, XIIIe siècle, des autres génies, eux aussi, qui ont construit avec les moyens de l'époque l'une des splendeurs dont on est le plus fier. Donc, il faut cesser de mépriser ce passé. Nous, l'homme postmoderne, avec toutes nos technologies, même dans nos poches, avec nos smartphones, etc., on a effectivement la chance d'appartenir à une époque qui, sur le plan technologique, est fantastique, de progrès technologiques permanents, et on ne sait même pas, vous et moi, ce qu'on aura dans 5 ans dans nos poches, mais on aura, semble-t-il, des nouvelles technologies. Pour autant, ceux qui nous ont précédés ont construit de manière beaucoup plus enracinée. Et peut-être que, puisque je parle de Notre-Dame de Paris, c'est pas inintéressant de retrouver l'esprit aussi des bâtisseurs de cathédrales qui bâtissent dans le temps long. Et vous savez ce que je fais au Puy du Fou, moi qui ne l'ai pas créé, puisque mon père a fondé le Puy du Fou, j'ai repris le flambeau il y a déjà plusieurs années, et puis un jour je passerai la main. Et ça, il faut que je le fasse de sorte à ce que ce que je construis aujourd'hui puisse peut-être porter des fruits, non pas que je verrai, mais que les générations suivantes verront. Et c'est ça aujourd'hui, la logique aussi dans laquelle on peut s'inscrire. C'est en cela aussi que peut-être le Puy du Fou peut être une source d'inspiration. En tout cas, je l'espère pour des gens qui cherchent à entreprendre dans ce pays. Et donc, c'est ça aussi être une réponse. C'est pas seulement à travers le spectacle, c'est aussi à travers, finalement, le modèle de micro-société qu'on crée au Puy du Fou. Société au sens société humaine, et qui peut être là aussi une belle source d'inspiration. Est-ce que cette tendance pro-France, pro-enracinement que vous décrivez, vous pensez que c'est une vraie conséquence de la crise du Covid ? Non, je crois que le Covid a accéléré les choses. Voilà. Parce que le Covid, ça a été la crise sanitaire, après la crise économique, après la crise terroriste, et après la crise climatique. Donc les 4 grandes crises qui marquent les années 2000, que je viens de citer, sont des crises qui viennent mettre un coup d'arrêt très net au discours des années 80 et 90 que j'entendais moi quand j'étais enfant, qui disait l'an 2000, c'est le futur, ça va être extraordinaire, votre vie va être tellement meilleure, votre vie sera plus gaie, camarades, puisque vous aurez toutes les technologies les plus extraordinaires et vous aurez même des téléphones sans fil, etc. On y croyait à peine, sauf qu'on a effectivement obtenu tous ces progrès technologiques formidables qui ont pris une part gigantesque dans la consommation, mais on s'est pris dans le monde entier, puisque ce sont des crises qui ont touché le monde entier, les 4 crises terroristes en 2001 avec l'idée que la guerre peut avoir lieu sur n'importe quel territoire en paix, y compris dans un pays comme la France, et on l'a vécu ensuite malheureusement avec les différents attentats. Et puis, je disais, la crise économique 2008, la crise climatique qui est aussi a commencé, enfin le propos sur la crise climatique est né dans les années 2000, et enfin la crise sanitaire avec le Covid. Donc qu'est-ce que c'est ces 4 crises ? C'est le résultat de la mondialisation, c'est-à-dire le résultat
de l'idée que le monde est un village et que les années 2000, le futur, c'était ça. C'était l'idée que à partir du moment où le monde ferait sauter toute forme de frontières, toute forme d'identité, que tout ça serait noyé dans une grande purée de marron, comme disait De Gaulle, eh bien, on serait plus heureux. Et en fait, le Covid, c'est le coup de massue qui nous arrive dessus et qui nous dit, eh ben, vous voyez, ceux qui vous ont dit ça se sont peut-être un peu trompés. Parce que finalement, lorsque vous rentrez chez vous le soir, si vous habitez spécialement en ville, dans un lieu urbain, vous fermez à clé votre maison de peur qu'un voleur ne rentre. Voilà, c'est simplement ça l'idée de la nation. C'est qu'elle doit être accueillante, mais pour ça, il faut qu'elle soit ordonnée. Et si vous m'accueillez à dîner chez vous, je suis certain que ça n'empêchera pas que vous fermiez à clé une fois que je serai parti, non pas pour fermer la porte aux visiteurs, mais simplement pour vous prémunir contre les dangers du monde. Et donc, vous voyez, cette réalité-là, elle nous a rattrapés avec le Covid et elle a accéléré peut-être ce besoin d'enracinement qui n'est pas que français. Tous les pays d'Europe ressentent aujourd'hui que l'Europe est en train de basculer dans l'ancien monde. L'Europe, c'est l'Empire romain qui meurt une seconde fois, en quelque sorte. Et donc, il ne faut pas que l'Europe meure. Et pour pas qu'elle meure, eh bien, il ne faut pas qu'elle s'enferme dans l'idée d'un empire. Mais alors, quand on est un grand groupe comme le vôtre, l'entreprise Puy du Fou est bien obligée, parfois, j'imagine, de suivre la logique du marché, de la mondialisation, etc. Peut-être, est-ce qu'elle pourrait se dénaturer Il y a deux logiques. Il y a la logique de la mondialisation, c'est-à-dire le monde est un seul et même pays, et il y a la logique internationale, qui est l'idée que les nations sont des nations différentes. Quand j'ai lancé Puy du Fou Espagna et que nous avons créé ce parc en Espagne, à Tolède, au sud de Madrid, l'idée n'a jamais été de faire un parc français, une internationale française. Jamais. C'est vraiment l'idée d'enraciner notre modèle artistique, notre façon de raconter des histoires dans le patrimoine espagnol. Et donc, en effet, Puy du Fou Espagna raconte des histoires à la façon du Puy du Fou, mais avec des héros espagnols et avec des architectures espagnoles dans un paysage espagnol. Donc, nous sommes tellement espagnols à Puy du Fou Espagna que la plupart de nos visiteurs, on a 1,5 million de visiteurs déjà pour la 4e année en Espagne cette année en 2024, eh bien, ils pensent que c'est un parc créé par des Espagnols, alors que c'est un parc créé par des Français. Mais parce que nous avons... c'est dans l'idée qu'il faut parler aux Espagnols en Espagne, que notre première clientèle, si l'on peut dire, nos premiers visiteurs, ce sont les Espagnols, ça doit être les Espagnols. On n'est pas là pour faire des parcs internationaux à l'américaine où on va viser 50-60% de visiteurs internationaux. C'est pas notre logique. Nous voulons que nos visiteurs espagnols soient des Espagnols et non pas des étrangers touristes venant en Espagne. Ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est ça l'enracinement, c'est-à-dire réveiller une conscience qui n'est, encore une fois, je le dis pour nos détracteurs qui pourraient nous écouter, qui n'est pas une conscience repliée sur elle-même. Je crois profondément qu'on peut être fier d'être français sans que cela soit une offense aux autres cultures, sans que cela soit une insulte aux autres pays. Je pense que la fierté d'être français est exactement la même fierté, à l'échelle nationale certes, que vous pourriez avoir à faire découvrir votre spécialité culinaire à vos amis, sans que cela sous-entende que vos amis sont moins bons cuisiniers que vous. On peut parfaitement reconnaître la grandeur des autres civilisations, tout en étant fier d'être français. Du reste, la France a eu le génie dans son histoire de s'inspirer de grandes civilisations, comme la civilisation italienne par exemple, enfin romaine d'abord, mais ensuite italienne, je pense au Quattrocento, etc. C'est-à-dire qu'on a su attirer des génies de toute nationalité autour de nous. Combien de reines françaises sont espagnoles, par exemple, ou même italiennes avec les Médicis, vous voyez, et en fait, on s'est nourri de ce que les autres civilisations pouvaient nous apporter, mais avec l'idée que justement la France est le lieu de rassemblement. Heureux comme Dieu en France. C'est l'idée que finalement la France est un petit paradis avec une variété de paysages extraordinaires. Aujourd'hui, avec ce qu'elle nous a légué, avec des architectures extraordinaires et avec la mer, la montagne, enfin bref, tout ce que la France nous offre, c'est un pays avec en plus un climat tempéré, bref, qui a des qualités immenses et qui a permis au fil de son histoire d'être un modèle, un exemple d'un petit paradis sur Terre. On a le moyen je crois, de retrouver ça, ou en tout cas de construire ce paradis pour demain. Et ça n'est pas, là encore, un propos exclusif des autres civilisations, des autres nations. Alors, vous avez parlé de votre
parcs à Tolède. Il y en a un plus récemment qui s'est ouvert à Shanghai, mais qui est dans un format peut-être un peu plus différent que votre parc vendéen et celui espagnol. Dans quelle autre ville du monde ou pays est-ce que vous rêveriez d'ouvrir un parc Puy du Fou? Nous allons très clairement ouvrir des Puy du Fou. C'est vrai dans d'autres pays. J'espère pouvoir ouvrir encore au moins 2 autres parcs d'ici 2030. C'est-à-dire que nous avons la France, l'Espagne. Il y aurait deux autres géographies qui pourraient nous accueillir en Europe dans un premier temps. Mais je crois que partout où il y a un pays qui a une histoire et qui plus est traversé par des drames et dans lesquels il y a eu un sursaut des hommes, alors il peut y avoir un Puy du Fou. Parce que le Puy du Fou n'est pas un parc qui s'amuse à faire du cartoon, du comics, comme disent les Américains, c'est-à-dire qui cherche à faire rire et seulement rire à travers des choses très légères et superficielles. Nous, nous attaquons au drame. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur au Puy du Fou de prendre le drame dans l'histoire et d'en tirer la lumière qui jaillit de ce drame. Et donc, partout où une civilisation a vécu ce drame, nous pouvons nous installer. Alors, pour répondre quand même un peu à votre question, on s'est installé en Espagne, nous regardons les autres pays européens, et il y a effectivement dans chaque pays européen, selon évidemment la taille du pays, le nombre d'habitants parlant la même langue, ce sont aussi des choses qu'il faut regarder. Pour qu'un Puy du Fou puisse vivre, il faut un minimum d'une population qui parle la même langue et partage la même monnaie, la même culture, bien sûr. Mais les pays européens ne manquent pas d'histoire. Donc, à chaque fois qu'il y a une histoire riche, on pourrait y installer un Puy du Fou. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs lieux à l'étude. Et peut-être que vous avez vu qu'on regarde notamment l'Angleterre avec intérêt, parce que nous avons un processus long, nous n'avons pas pu faire d'annonce encore. Le processus qui consiste à voir si le projet est faisable ou non, c'est un processus administratif très long. Donc le moment venu, peut-être qu'on aura des annonces à faire, mais rien n'est sûr aujourd'hui dans ce pays-là, pas plus que dans les autres pays. Mais enfin, nous regardons attentivement un certain nombre de géographies européennes. Mais pourquoi pas un jour aller au-delà de l'Europe? C'est pas trop compliqué justement de raconter les drames, pardon. Typiquement, je crois que dans la Cinécénie de Tolède, il y a toute une partie qui est consacrée à la guerre civile du XXe siècle. Est-ce que vous mettez des barrières sur l'écriture pour ne pas brusquer tout un camp, notamment un sujet comme celui-là qui est encore très brûlant en Espagne? C'est une très bonne question. Je vais vous dire, quand je suis arrivé en Espagne pour créer Puy du Fou España, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont des historiens, des journalistes du monde culturel, des patrons de théâtre aussi, et puis des guides conférenciers, etc. Des gens qui étaient, disons, propres à avoir une culture générale et historique intéressante. Et j'ai essayé de rencontrer des gens d'un peu tous les bords pour avoir des avis. Et j'ai été frappé par le fait que lorsque je parlais de la guerre civile espagnole, qui a effectivement moins de 100 ans, les premiers Espagnols à qui j'en parlais me disaient surtout, faut pas en parler, c'est impossible, sujet trop brûlant. Alors au bout de 15 Espagnols qui m'ont dit faut surtout pas en parler, je me suis dit il faut vraiment pas que j'en parle, on va surtout pas traiter le sujet. Puis au bout de 50 Espagnols croisés qui m'ont dit les uns après les autres à 100%, surtout faut pas parler de la guerre civile, je me suis dit je vais en parler. Parce qu'en fait, ça voulait dire que la blessure était là. Et que si on voulait véritablement mener l'œuvre dans sa profondeur jusqu'au bout, l'achever, la parachever, en faire une œuvre qui joue pleinement le rôle que je prête à l'artiste, alors il fallait absolument qu'on traite de la guerre civile espagnole. Et donc, comment on a fait? En fait, et d'ailleurs, cette histoire, je l'ai pitchée, comme on dit au cinéma, c'est-à-dire je l'ai racontée plein de fois à plein de gens en Espagne, à l'oral, pour la ciseler. En fait, le fil conducteur du spectacle dans lequel on évoque cette période historique, ce spectacle s'appelle Le Songe de Tolède, El Sueño de Toledo. Et le fil conducteur, c'est une jeune femme qui s'appelle Maria. Et Maria, elle va, au moment des années 30, la fête bat son plein. La fête est interrompue par les tirs de mitraillettes, des coups de canon, etc., d'un seul coup. Tout s'éteint, tout le monde part en hurlant. Elle reste seule en scène et elle pleure. Elle s'effondre, elle pleure. Et elle prend le deuil instantanément par un geste de costume. Et là, son interlocuteur, tout au long du spectacle, qui s'appelle Lazacan, lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et elle dit « J'ai perdu mes 2 frères qui se sont entretués, chacun dans un camp.
Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai parlé avec les Espagnols, quand je leur ai dit mais pourquoi vous êtes si sensibles sur le sujet ? Évidemment, c'est une question qui se veut pas provocante, mais qui pour des Espagnols est un peu naïve. Tout le monde a un ancêtre. Et ils m'ont dit, dans toutes nos familles, il y a eu des frères qui se sont entretués. C'est-à-dire que dans nos familles, nous avons connu la division des deux camps face à face. Et c'est là qu'ils m'ont donné la clé pour parler à tous les Espagnols. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment du spectacle, qui est joué 120 fois par an, hein, donc c'est colossal, hein, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens, et même des millions désormais qui l'ont déjà vu, eh bien, il y a un silence absolu, un silence de cathédrale, parce que tous les Espagnols pleurent. Le président de la Castille, lors de la première d'ailleurs de ce spectacle, en grande pompe, qui est juste pour information étiqueté Parti Socialiste, qui est un très bon ami qui nous a énormément soutenus, le président de la Castille a fait un grand discours et il a dit « Jamais des Espagnols n'auraient pu faire ce spectacle. Merci à vous, le Puy du Fou, merci aux Français de l'avoir fait. » Et en effet, c'est intéressant sur la question du recul qu'on peut avoir quand on est français sur une autre histoire qui n'est pas la nôtre. Et donc, ça a été sans doute la clé du paroxysme de l'émotion du spectacle, que de comprendre qu'il ne fallait pas craindre d'aller sur un terrain qui était pourtant extrêmement dangereux, extrêmement glissant, dont tout le monde me déconseillait de parler. Et finalement, vous voyez comment eh bien le paroxysme du spectacle, il est là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que sur un tout autre territoire qui n'a absolument rien à voir, puisque c'est la Chine dont je vous parle, mais la Chine, on a un spectacle aujourd'hui qui connaît un grand succès, qui a une excellente note, parce que les gens notent, vous savez, sur les réseaux. Et là encore, alors qui n'a rien à voir encore, c'est une histoire tout à fait différente, très chinoise, mais c'est intéressant de voir que finalement, la France a aussi peut-être ce petit plus d'être capable de comprendre d'autres civilisations que la sienne, à condition de ne pas y aller avec arrogance, avec des a priori, bien sûr, mais d'y aller avec le vrai souci de celui ou celle qu'on rencontre sur place dans le pays et qui nous apprend à marcher à la façon dont le pays a l'habitude de marcher et de penser, quoi. Voilà. Et est-ce que vous seriez capable, par exemple, de faire un spectacle sur la guerre d'Algérie ? En fait, je pense qu'il faut être très prudent avec les sujets comme la guerre civile espagnole, comme la guerre d'Algérie, etc. Mais je ne peux pas vous dire non, ou je ne peux pas vous dire oui. Il faut étudier le sujet. Et il ne faut pas non plus oublier que la distance du temps qui passe est importante. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la guerre civile en Espagne, les Espagnols d'aujourd'hui ne l'ont pas connue. Tous ceux qui l'ont connue ne sont plus de ce monde. Donc, l'objet a refroidi. Vous savez, quand on a fait Les Amoureux de Verdun, qui est un spectacle sur la guerre 14-18, on a attendu que le dernier poilu disparaisse. Et en fait, il fallait attendre les commémorations de 14-18, qui ont commencé en 2014 jusqu'à 2018. Et c'est en 2015 qu'on a ouvert notre spectacle à l'époque, parce que on a senti que l'objet historique devenait un objet froid. Et en fait, même si la guerre civile espagnole est un objet qui remue des souffrances, c'est quand même un objet froid. Tandis que la guerre d'Algérie n'est pas un objet froid. Donc, ça serait trop tôt, probablement historiquement, mais peut-être qu'un jour, qui sait. Mais en fait, la question, elle n'est pas de traiter absolument ce sujet-là. Il ne faut pas frontalement arriver sur un sujet en disant « Tiens, on va traiter ça ». Il faut se dire « Qu'ai-je à dire ?» Voilà, l'artiste doit se dire « Qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'ai à raconter cette histoire ? Si j'ai rien à raconter, si cette histoire ne fait rien vibrer en moi, qui me donne le sentiment qu'il faut faire ce spectacle. Et je pense, j'ai le même raisonnement pour les films d'ailleurs, qu'il y a une injustice à ce que telle ou telle anecdote historique, telle histoire ne soit pas connue. Alors, s'il y a une injustice, il faut la réparer. Mais s'il n'y a pas spécialement ce sentiment, cet attachement à tel ou tel événement, alors il faut pas y aller. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je ne vais que sur des sujets qui tout à coup me font vibrer. Et je parle au nom de toute mon équipe. Nous avons besoin de ressentir instantanément, dès qu'on dit le sujet, des images d'Épinal qui jaillissent dans nos esprits et une sorte de vibration intérieure qui fait qu'on se dit, il faut absolument raconter cette histoire. J'ai envie de le faire, et si j'ai très envie de la raconter, si j'ai très envie de la créer, de la mettre en scène, le public va adorer. Voilà. Ça, c'est la clé. Et alors, une question sur la Révolution française, par exemple. Vous la traitez uniquement, à ma connaissance,
du point de vue des guerres de Vendée. Alors bien sûr, parce que le Puy du Fou est en Vendée, mais c'est pas très politiquement correct, c'est pas comment dire, c'est pas un éloge que vous faites de la République. Et pourtant, ça réunit et ça touche énormément de gens, que ce soit la cinécénie, que ce soit Le Dernier Panache, et même le film, bien sûr. En fait, d'abord, la Révolution française, c'est un événement historique. C'est pas un régime politique. Parler de la République, la République, c'est autre chose. C'est un régime politique. Même si elle est née de la Révolution, évidemment. Mais je crois que, je disais, l'artiste doit avoir quelque chose à dire sur le sujet. Et dans le quelque chose à dire sur un sujet, il faut avoir quelque chose d'original à dire. C'est-à-dire que si nous racontons la Révolution en suivant un peu scolairement les images d'Épinal, justement des livres d'école, qu'avons-nous à dire de plus? Ce qui nous anime, et ce qui m'anime aussi quand nous faisons Vaincre ou Mourir, dans le récit que nous proposons du suivi de personnages au cœur de la Révolution française, c'est celui qui se dresse. C'est la conscience dressée, comme aurait dit Solzhenitsyn, contre un mouvement, celui de la roue rouge, pour reprendre encore Solzhenitsyn, qui broie tout sur son passage. C'est marrant que vous disiez ça, parce que j'entendais encore une publicité à la radio, je crois encore ce matin, qui fait une référence à la Révolution française, une publicité commerciale, et on entend le bruit de la guillotine, et ça fait rire les personnages de la publicité. C'est quand même une période un peu curieuse. En tout cas, le regard qu'on porte aujourd'hui sur la Révolution française est un regard qui a du mal à être un regard froid. C'est incroyable d'ailleurs que, alors que nous proposons un spectacle ou un film comme Vaincre ou Mourir, on nous reproche aujourd'hui, 200 ans après, de proposer ce regard comme si les choses n'étaient pas réglées. Comme si la Révolution française avait des choses à se reprocher et qu'elle n'avait pas encore réussi à mettre la poussière sous le tapis. Oui, mais globalement, il y a un culte global qui est partout de cet épisode historique. Eh bien, on voit que il y a une forme d'inquiétude de la part de ceux qui vouent un culte absolument inconditionnel à cette période historique, qui a été la période la plus sanguinaire de notre histoire, la plus sanglante. C'est une période absolument extravagante dans laquelle ceux-là même qui prennent le pouvoir au nom de la Révolution française se font eux-mêmes couper la tête. C'est absolument invraisemblable. Donc, il y a une espèce de mouvement de folie générale. Je pense que si aujourd'hui, nous voyons ceux-là même qui défendent la Révolution française comme une espèce de principe idéologique absolument impossible à contester, s'ils voyaient sous leurs fenêtres, ici en plein Paris, des têtes au bout de piques, ils seraient effrayés. Voilà. Je le serais autant qu'eux d'ailleurs. Hein. Mais c'est là où il faut remettre les choses dans le bon ordre et se dire, attendez, nous parlons d'une période dans laquelle beaucoup de monuments ont été détruits, mais surtout des milliers de gens ont été massacrés dans des conditions effrayantes. Ça n'est pas un gros mot que de le dire. Ça n'est pas prendre une position idéologique. C'est dire les choses, les faits. Pourquoi on cacherait ça? Donc moi, je crois que si on cache ça, ou si en tout cas on nous reproche d'en parler, c'est que, sans doute, ça touche effectivement au fondement idéologique de la Révolution française et que ça dérange un régime qui est peut-être un peu malade, vous voyez, parce que on dit il n'y a que la vérité qui blesse. Donc peut-être que cette vérité-là dérange, mais c'est une vérité argumentée, qui est surtout argumentée par des historiens de manière scientifique. Voilà, il y a eu 200 000 morts en Vendée, c'est vrai, tous les historiens sont d'accord, même ceux-là même qui défendent mordicus le principe de la Révolution française comme un progrès. Voilà, moi je ne suis pas là pour faire des commentaires idéologiques, je suis là pour dire, nous sommes, nous, enracinés dans une terre, qui est celle de la Vendée, vous l'avez dit, qui a souffert de manière extrêmement grave de cette révolution. Je me réjouis si des Français, par ailleurs, dans d'autres régions de France, ont vu la Révolution française à l'époque comme un progrès formidable, tant mieux. Mais en Vendée, ça a été un massacre épouvantable de femmes, d'enfants, et au nom du fait qu'ils appartenaient à ce que la Révolution appelait une race. Hallucinant. Donc, cette folie-là, c'est extraordinaire que les mêmes qui dénoncent le principe, enfin le mot race par exemple, comme un mot absolument indicible, eh bien,
laisse volontiers les révolutionnaires qualifier les Vendéens, qui sont juste des habitants d'une région, qui ne sont pas une ethnie, qui sont des Français comme les autres, qui n'ont pas, je sais pas, un ADN particulier. Vous voyez, il n'y a pas d'ethnie vendéenne. La Vendée a été créée en 1789 par la naissance des départements. Donc on est en 1793 quand les massacres ont lieu. Ça fait 4 ans que la Vendée existe. Donc, vous voyez, c'est pas une ethnie ancienne qui serait venue là s'installer. Et on dit c'est une race. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est une race? Et au nom de ça, on tue les gens. Donc vous voyez, le seul propos de nos spectacles, c'est de réparer une injustice, de faire savoir aux Français, vous connaissez la Révolution française, on vous en a appris certainement tous les bienfaits, nous on va juste vous raconter une autre histoire, mais non pas comme un pamphlet, comme une revendication d'historiens qui voudraient faire justice devant des tribunaux, mais simplement comme un hymne, comme un requiem, comme l'idée que on chante pour enterrer ses morts d'une manière digne et sereine, qu'on puisse faire le deuil de ces anonymes, de tous ces gens qui, comme disaient les révolutionnaires, n'avaient pas le temps d'écrire et pensant que tout ça s'oublierait. Eh bien nous sommes là, la petite flamme qui dit non, ça ne s'oublie pas, on ne peut pas oublier ça. Je rebondis sur la Révolution française. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la France n'en a pas fini avec la monarchie? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le discours politique, c'est qu'il y a encore ce souvenir très présent, et dans les têtes, et dans les différentes ambitions qui animent ceux qui vont vers le pouvoir. C'est une bonne question. Je suis obligé d'être prudent dans ma réponse, parce qu'après, vous savez bien, quand vous posez une question comme ça, si je réponds de manière un peu équilibrée, on va dire « Ah, ça y est, sans le préconiser ou non. Ça y est, il est monarchiste. » Crime de lèse-majesté, si l'on peut dire. Non, ce qui est certain, c'est que je crois que les Français ont beaucoup aimé le général de Gaulle, par exemple, parce que il y a dans le général de Gaulle, il y a dans Clémenceau, qui n'est pas soupçonnable d'être monarchiste, mais il y a véritablement des figures paternelles. Voilà. Et ce sont c'est dans l'ADN des Français, en tout cas historiquement, que d'avoir besoin de quelqu'un qui nous protège, qui nous rassure à la tête de l'État. On a la culture de l'homme providentiel, ou de la femme providentielle, avec Jeanne d'Arc. Mais on a la culture de cette je dirais, cette figure paternelle qui, encore une fois, incarne la continuité de l'État, quelles que soient finalement ses options, sa couleur politique, etc. Et c'est vrai que je crois que c'est sans doute une aspiration des Français que de trouver à chaque élection, d'ailleurs, et spécialement l'élection présidentielle, qui est celle qui mobilise beaucoup, je crois, eh bien une figure qui rejoint peut-être un peu la figure qui était celle des rois. Mais dire ça n'est pas tenir un propos sur la nature du régime. Je pense que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, hic et nunc, ici et maintenant, dans notre France et avec le régime qui est le nôtre, c'est-à-dire une république. C'est pas le sujet. Moi, je suis très amoureux de mon époque. J'adore cette époque. Je peux y faire des tas de choses que je n'aurais pas pu faire dans d'autres époques. Donc, je suis pas du tout nostalgique de telle ou telle époque ou de tel ancien régime. C'est pas le sujet. Mais je pense en revanche qu'on peut véritablement reconnaître qu'il y a dans le tempérament français effectivement cette aspiration à une figure protectrice, voilà, et un peu providentielle au sens politique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un peu irruption dans l'histoire. C'est vraiment le cas de Gaulle, c'est le cas de Clémenceau, c'est je disais le cas de Jeanne d'Arc, c'est le cas de tant d'autres qui, mais dès Clovis en fait. Clovis c'est déjà un homme providentiel, c'est des gens qui surgissent à un moment où l'histoire ne les attend pas, où le peuple ne les voit pas venir, et tout à coup ils prennent la France en main, si l'on peut dire, et ils tracent une nouvelle voie qui permet à la France de sortir par le haut d'une crise ou d'un drame. Alors je vais revenir sur vous et on va reparler un petit peu plus de stratégie. Est-ce que vous, quand vous entrez en poste, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à la tête du Puy du Fou, est-ce que l'un de vos objectifs c'était de faire en sorte que le Puy du Fou s'intègre parfaitement au monde du digital et des nouvelles technologies? Est-ce que peut-être par rapport à votre père, c'était quelque chose qui vous animait davantage? Alors, non, moi, j'appartiens pas à cette idée qu'il faut absolument coller au digital, etc. Le digital, c'est un moyen. Donc, le digital, il faut l'utiliser comme
On utilise un moyen, c'est-à-dire que j'aurais pu venir en charrette à cheval dans ce studio, mais j'ai choisi un moyen d'aujourd'hui. Et donc, je pense que de la même façon, le digital est juste un moyen de transport de l'information, c'est tout. Et c'est un moyen formidable pour, par exemple, avec l'intelligence artificielle, faire la synthèse de milliers et des milliers d'informations dont autrefois il était impossible d'avoir la substantifique moelle, mais aujourd'hui, avec ces moyens-là, on peut en effet aller beaucoup plus vite. Le digital, comme vous dites, mais je vais jusqu'à l'intelligence artificielle, sont juste des moyens, des technologies permettant de travailler beaucoup plus vite et de réaliser plus de projets dans une vie qu'on avait autrefois la possibilité de le faire. Donc je suis très très friand de la combinaison des idées et notamment de la combinaison du digital et des univers qui sont les nôtres, parce que, par exemple, nos spectacles fonctionnent pour certains, avec même plus que du digital, de l'intelligence artificielle pour anticiper des mouvements d'acteurs, des déplacements dans le son, dans la lumière, etc. Et donc, l'ordinateur aujourd'hui est capable de comprendre, il a un cerveau qu'on appelle intelligence artificielle, et il comprend en effet quelle est l'intention de l'acteur, et ça, c'est formidable. Donc, moi, je pense que ce sont toutes ces technologies liées au digital en général sont des progrès formidables, à condition d'en faire bon usage, tout simplement. D'accord, parce que je dis ça parce que, par exemple, maintenant, dans vos spectacles, il y a des drones, vous avez fait un film, vous avez fait un jeu vidéo. C'est pas vous en particulier qui avez initié peut-être ce mouvement-là vers les nouvelles technologies. Non, mais si, moi, c'est vrai que quand j'ai vu les premiers drones arriver, je me suis dit, tiens, ça, on va l'utiliser en technologie de spectacle. Mais en vérité, c'est une logique qui consiste à marier des idées. Et c'est pour ça que je vous disais, en écoutant les informations tous les jours, je ne cherche pas seulement à capter l'esprit de l'époque, mais en fait, je cherche aussi à attraper au vol la naissance d'une nouvelle technologie et à voir comment je vais l'utiliser, en effet, dans ce qui est notre métier, le spectacle sous toutes ses formes. Parce que quand vous venez passer 2 ou 3 jours au Puy du Fou, finalement, le spectacle est partout, je le disais, jusqu'aux restaurants, aux hôtels, etc. Et on va aller encore plus loin dans les années qui viennent, dans cette immersion complète qui propose un voyage dans le temps et dans l'histoire de France. Mais en effet, moi, je dis juste que, bien sûr, vous parleriez à mes équipes, vous verriez que effectivement, je suis le premier à vouloir qu'on digitalise, et j'ai des équipes qui travaillent énormément. J'ai un directeur général qui est extrêmement pointu sur le sujet et qui est un garçon fantastique. Et en fait, mais il faut juste pas se perdre, parce que je vois beaucoup de jeunes chefs d'entreprise on organise par exemple beaucoup de congrès au Puy du Fou. Il y a beaucoup de congrès qui s'organisent et qui viennent se réunir au Puy du Fou. Donc je parle avec beaucoup de gens lorsqu'on les accueille. Ils m'invitent parfois à dire un mot, et alors ça me permet de rencontrer plein de chefs d'entreprise, de PME, d'artisans, etc. Toutes sortes de toute taille d'entreprise. Ils me disent, il faut passer au digital, D'accord, faut passer au digital, mais pourquoi faire? C'est comme le gars qui a une charrette à cheval et qui dit en 1900, je vais acheter une automobile, et on dit, mais tu vas en faire quoi? Puisqu'en fait, t'es agriculteur, donc ça sert à rien. Bon, achète un tracteur. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous voyez. Donc, il faut adapter l'outil à ce que vous voulez faire. La question, pour moi, fondamentale, qui fait que le matin, j'allume le cerveau, c'est pas, vais-je aujourd'hui utiliser du digital? La réponse, évidemment, oui. Je vis avec mon temps. Vais-je utiliser des drones ou des nouvelles technologies? Mais plus que jamais. Et donc, je pousse plus loin les possibilités de nos spectacles avec ces technologies-là. Non, la question que je me pose le matin, c'est pour aller où? Quelle est ma vision? Où sera le Puy du Fou dans 30 ans? Et qu'est-ce qu'on a le devoir de faire pour les gens qui nous font confiance aujourd'hui et ceux qui nous font confiance demain, qu'on appelle nos visiteurs, que dans une autre entreprise, on appelle des clients, mais chez nous, on préfère le mot visiteur. La sémantique a une importance énorme et on l'oublie. Les mots sont des symboles, et chez nous, il n'y a pas de clients, il y a des visiteurs. Un visiteur, c'est quelqu'un qu'on accueille comme chez soi. Et je dis toujours à nos équipes, accueillez nos visiteurs comme si c'était un ami en puissance. Chaque visiteur est un ami en puissance. Ça veut dire quelqu'un que dans une autre vie, vous auriez pu connaître, et avec qui vous seriez peut-être parti en vacances, vous auriez vécu des aventures. Et donc, respectez-le comme votre propre ami, voilà, quand bien même vous ne le connaissez pas. Et ça, c'est fondamental. Voilà, ces visiteurs-là, qu'au Puy du Fou, nous aimons avant même de les connaître, parce que c'est la clé, il faut aimer ces visiteurs. Eh bien, quelle est la vision que je leur propose demain? C'est ça mon enjeu. Et oui, elle passe par le digital, bien sûr. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, et pour ma dernière question, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Le Puy du Fou dans 30 ans, qu'est-ce que vous espérez idéalement? Je peux pas tout vous dire sur le Puy du Fou dans 30 ans, mais en tout cas, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a des choses qui sont encore confidentielles à ce stade. Mais en tout cas, je crois qu'on peut proposer un modèle qui
permet de répondre aux différents moments de la vie. J'ai créé en 2015 une école qui aujourd'hui a 450 élèves, qui s'appelle Puy du Fou Academy. C'est un grand succès, qui emmène les élèves depuis la petite section à l'âge de 3 ans jusqu'au baccalauréat, jusqu'à 18 ans. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de présenter notre promotion au baccalauréat cette année en espérant qu'ils auront des bonnes notes. C'est une école art-études. Et vous voyez, c'est une façon pour des enfants d'entrer au Puy du Fou dès le plus jeune âge, de s'y former, d'y apprendre, pourquoi pas un métier, en tout cas de se découvrir une passion, et ensuite de rejoindre le Puy du Fou comme entreprise, d'y travailler et d'y faire leur vie, d'y rencontrer peut-être les gens qui composeront leur vie, même leur famille, pourquoi pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont constitué leur famille en travaillant au Puy du Fou, en ayant connu leur mari ou leur épouse au Puy du Fou. Mais pour l'anecdote, mais c'est vrai que je crois beaucoup à l'idée que il faut recréer des cellules complètes, vous voyez, comme des petites sociétés. Et le Puy du Fou peut être comme une petite nation, un lieu où on vient se ressourcer, qu'on y travaille bien sûr, mais je pense surtout non seulement à nos équipes, mais aussi à nos visiteurs, et que nos visiteurs puissent y trouver de quoi y passer de plus en plus de temps, à des coûts très raisonnables, pour que ça reste très familial, accessible à tous les milieux, y compris les milieux les moins aisés. C'est très important pour nous, ça c'est fondamental. Et donc je crois que l'avenir du Puy du Fou passera aussi par, certes, un parc qui va grandir de manière raisonnée, mais avec des nouvelles choses à vivre que je ne révèle pas encore, mais aussi par un rayonnement qui s'élargit, et notamment à travers le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma est l'occasion de parler aussi à nos visiteurs, mais dans les salles de cinéma partout en France, et même ailleurs, pourquoi pas dans le monde, pour faire connaître notre univers sous d'autres formes, mais surtout pour prolonger finalement la vocation du Puy du Fou, qui est de célébrer l'âme du peuple français, de chanter ce légendaire. On peut le faire sous d'autres formes, et notamment le cinéma. Mais on peut le faire aussi avec le Grand Tour, qui est le train qu'on est en train de construire, qui va faire le Tour de France. Donner l'occasion à nos visiteurs d'aimer la France sous des formes très diverses, et d'assumer cet amour comme quelque chose qui n'est pas malsain, mais qui est vraiment quelque chose qui peut faire du bien non seulement aux Français eux-mêmes, au pays tout entier, et même au monde. Soyons ambitieux. Merci beaucoup. Merci à vous.